Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux avec Alain de vous accueillir pour ce troisième webinaire organisé par The Other Economy. Pour commencer, je vais vous dire deux mots sur notre association. Donc, elle a été créée en 2022. Comme vous le savez, on propose une plateforme web avec pas mal de contenu. Notre mission, c'est d'éclairer l'économie pour rendre possible une reconstruction écologique et socialement juste. Éclairer l'économie, ça veut dire qu'on a pour ambition, et non des moindres, de présenter l'ensemble des thématiques économiques, donc de la monnaie à la finance, en passant par le travail, les inégalités, le commerce, le PIB, la croissance, enfin bref, tous les sujets possibles, en mettant la nature, les êtres humains, les institutions humaines au cœur du système et pas en périphérie, comme c'est généralement fait dans l'enseignement de l'économie. Et la ques donc aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter le module marché parce que évidemment c'était une des pierres qui manquait à l'édifice. On aura bientôt terminé les modules, on va bientôt faire d'ici la fin de l'année, on va finir celui sur la mondialisation. L'année prochaine, on va plus se focaliser sur l'État, les dépenses publiques, la fiscalité et après on aura terminé les modules, ce qui sera, un grand pas de franchi. Voilà, en termes de fonctionnement, Alain va parler pendant une petite demi-heure. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton Q et R. Là, je vous ai mis l'icône sur le PowerPoint. Donc Q et R qui est en bas normalement de votre plateforme Zoom pour poser des questions pendant l'intervention. On essaiera de répondre en live ou alors on y répondra à la fin. Et à la fin, on pourra discuter de vive voix pour le coup. Voilà. Et ben Alain, tu peux y aller. Bonjour à toutes et tous. Cette question des marchés est évidemment centrale aujourd'hui dans la compréhension de l'économie et comme on met les questions sociales et environnementales au cœur de notre réflexion, on va angler cette présentation autour de ces enjeux-là. Mais on ne peut pas se limiter à parler que d'écologie et de social, il faut comprendre ce que c'est qu'un marché, comment ça fonctionne, etc. Alors vous avez sous les yeux le plan global du module avec donc 8 propositions, 8 questions qu'on traite, qu'on considère comme essentielles, et puis un peu plus d'une dizaine où on revient sur des idées reçues. Comme souvent dans la rédaction des modules, l'un renvoie à l'autre, mais c'est reformulé un peu différemment. Alors, évidemment, ce matin, dans un temps très limité, il n'est pas du tout question que je vous fasse une présentation exhaustive de ce module. Ce serait très très pénible et très scolaire. Juste que pour vous ayez les ordres de grandeur, il y a certainement plus d'une centaine d'équivalence d'une centaine de pages là-dedans. Et puis il y a énormément de références parce que une de nos une de nos règles, quand on rédige tout ça, c'est de tenter de limiter les affirmations gratuites, d'une part, et d'autre part, de documenter autant que possible tout ce qu'on dit pour aider le lecteur et puis pour qu'il aille se faire sa propre opinion par lui-même. Alors ce matin, je vais retenir qu'un tout petit nombre de thèmes euh, qui sont pas, j'ai pas repris une présentation scolaire par essentiel ou par idée reçue. J'ai posé des questions un peu différentes. Donc la première à laquelle je vais répondre, c'est au fait pourquoi on parle des marchés dans The Other Economy qui est consacré aux questions sociales et environnementales. Bon, il y a au moins 3 raisons, si c'est pas plus, mais il y en a 3 sur lesquelles je vais insister en préambule. C'est un, on vit dans une économie de marché, et donc c'est comme ça que ça marche, notre économie. Il n'y a pas que du tout que le marché, ça on verra ça tout à l'heure, mais quand même, c'est une des bases du fonctionnement de notre économie. Il y a un deuxième argument, c'est que parfois les accusations pleuvent sur le thème, c'est la faute au marché, si on a une crise majeure. Alors là, tout de suite, pour vous dire où est-ce qu'on habite,
C'est que oui, peut-être, dans certains cas, le fonctionnement très décentralisé de l'économie peut conduire à des problèmes écologiques pour une raison extrêmement simple qu'on répète sans arrêt chez les économies, la manière dont je le formule, c'est la plus simple, c'est que la nature n'est pas comptée dans nos comptes, hein. Quand on regarde les comptes d'une entreprise, la nature ne se fait pas payer, ni pour les services qu'elle rend, ni quand on lui fait mal. Elle ne le fait pas payer, hein. C'est pas un acteur économique en tant que tel. Et donc, du coup, les prix de marché ne tiennent pas compte de la nature. De la même manière, hein, les inégalités sociales ne sont pas l'objet d'un pricing. Donc, on peut du coup se dire les marchés, ils participent à la crise écologique, mais on verra dans la suite que c'est une question principalement de régulation et que réguler un marché, c'est quelque chose n'est qui va presque de soi. On va voir ça tout à l'heure. Bon. Et puis, évidemment, on va aborder dans ce module précisément les liens et les interactions entre le marché et sa régulation, voire des modèles de coopération qui ne passent pas par le marché. Alors, le premier point sur lequel je vais faire des rappels assez évidents quand même, mais c'est le caractère complètement indispensable du marché, d'une part, mais d'autre part, le fait que c'est pas une production naturelle ex nihilo. Donc, pourquoi c'est indispensable? Parce qu'il y a des milliards de transactions. Donc là, il y a une évaluation qui a été faite par Carbone 4 suite en partant d'analyses de la Banque Centrale Européenne. Donc, vous voyez des milliers de milliards de transactions dans le monde. C'est juste pas possible de faire ces transactions par le troc ou par des mécanismes centralisés. Ça, c'est donc disons un argument pratico-pratique. Deuxième argument, la liberté d'entreprendre, c'est une liberté économique essentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être régulée, hein, mais elle est essentielle. Il est tout à fait essentiel du point de vue de la liberté de chacun d'entre nous de pouvoir ne pas dépendre du prince pour manger et pour vivre. Mais à l'inverse, une fois que je viens de faire ce petit plaidoyer pour le marché, n'oublions pas que les activités marchandes sont aussi importantes et substantielles. Donc, vouloir tout marchandiser, je pense que c'est une erreur pour plein de raisons. Et qu'il n'y a pas que des biens privés. Le marché fonctionne avec des biens privés. À la suite d'Elinor Ostrom, qui a beaucoup travaillé sur les communs, on a pris l'habitude chez les économistes de distinguer quatre types de biens, publics, privés, communs, tribaux. Ça se distingue en fonction de ce qu'on appelle la rivalité entre ces biens. La consommation d'un bien par une personne empêche l'autre de consommer. Vous mangez une fraise, votre camarade ne mange pas, je ne peux plus la manger. En revanche, c'est pas vrai d'un coucher de soleil dont chacun bénéficie. Euh, et d'autre part, l'accessibilité. Alors, je ne vais pas rentrer là tout de suite sur ce point en détail parce que d'une part, je n'ai pas le temps et d'autre part, il y a une fiche qui l'explique assez bien, qui est disponible dans les fiches de The Other Economy. Donc, si vous avez envie de creuser ce point-là, c'est assez bien expliqué, je crois. Et le dernier point sur lequel c'est vraiment important d'avoir les idées claires, c'est que c'est l'État qui décide de ce qu'il révèle du marché. C'est l'État qui garantit son fonctionnement et qui éventuellement corrige ce qu'on appelle ses défaillances. C'est important de faire ça parce qu'on a parfois, quand on n'a pas bien réfléchi à la question, peut considérer qu'un marché, c'est un truc de nature, hein, c'est spontané. Non, il y a toujours des règlements, même les marchés, les foires, tout ça. Alors, c'est pas forcément l'État, hein. Quand je dis l'État, c'est l'État ou la puissance publique, parce que ça peut être une mairie qui organise les choses. Et il y a un économiste très connu qui s'appelle Danny Roderick, qui explique bien toutes les fonctions publiques qui sont mises en place pour que le marché fonctionne correctement et soit efficace. Alors, ça, c'était donc ma première idée. D'où vient le marché et quels sont ses bénéfices et globalement comment il doit être corrigé. Mon deuxième point d'attention, c'est
le mythe de la concurrence libre et non faussée. C'est un terme qu'on emploie comme ça très souvent, qui se définit de manière claire, hein, c'est ce qui est écrit en haut, et qui bah aussi, pour être explicite, suppose l'intervention de l'État. Donc, la concurrence libre et non faussée n'est pas un état de nature dans lequel les acteurs sont en concurrence, parce que ça va vite conduire à des pratiques déloyales avec des pratiques de cartel, etc. Donc il y a besoin, pour que cette fameuse concurrence soit libre, c'est qu'expressément ne le soit pas. Alors, dans les enseignements de microéconomie, hein, qui sont de première année de fac d'économie ou des choses comme ça, on, on- on vous enseigne que cette concurrence libre et faussée, elle conduit à une situation d'équilibre, d'une part, et puis d'autre part, que cet équilibre est optimal, c'est un équilibre de Pareto. Dans le module, vous verrez, on a pas mal expliqué ça et on a fait, sans faire trop de maths, on a expliqué comment ça se produit, ce type de raisonnement et de théorème. Globalement, là, en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des situations de déséquilibre très fréquentes. Et puis, du coup, les prix, contrairement à une idée reçue, n'indiquent pas forcément une rareté, une abondance. Souvent, on a tendance à penser, bah oui, si les prix montent, c'est qu'il y a il y a moins de demande et réciproquement, donc un prix élevé, ça doit montrer qu'il y a de la rareté. C'est un peu plus compliqué que ça. Je donne toujours le même exemple. Au moment de la crise de 2008, le baril était à 140 $. Ça ne prouvait pas du tout qu'on était en train de manquer de pétrole. Alors, dernier point sur ce slide-là, il y a beaucoup d'hypothèses dans les modèles théoriques qui aboutissent à cette théorie d'équilibre, euh, celle selon laquelle les agents économiques seraient rationnels, avec une fonction d'utilité et qu'ils optimiseraient, celle que le marché est décomposé en petites unités de production et de consommation, celle que tout ce qui est possible d'être pricé l'est, c'est ce qu'on appelle un marché complet, celle selon laquelle les rendements sont décroissants. C'est là-dessus que je vais insister ce matin, mais dans le module, vous verrez qu'on discute de toutes les autres hypothèses. Là, j'insiste quelques instants sur celle-là parce que elle me semble importante dans la situation d'aujourd'hui. Euh, les rendements du temps de Ricardo, de Malthus, on parlait beaucoup d'agriculture et c'est vrai que dans le domaine agricole, on peut avoir des rendements décroissants évidents, c'est-à-dire que soit au niveau du capital, c'est-à-dire que les champs que vous mettez en exploitation, en général, vous êtes intelligent, donc vous y allez des meilleurs au moins bons, bon. Soit en termes de main-d'œuvre, c'est pas parce que vous mettez 15 ouvriers dans un champ que ça va forcément, que le 16e va vous générer plus de revenus. Sauf que dans l'essentiel des très grands secteurs d'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, le numérique est ultra connu, puisque c'est un secteur où les coûts marginaux sont pas loin d'être nuls. Mais dans les grands secteurs que j'ai cités, il y a souvent des rendements croissants qui font que, au lieu que la concurrence conduise à une atomicité et à plein d'acteurs qui bataillent entre eux et qui subissent les prix de marché, en réalité, les gros acteurs, les gros, quasi des monopoles ou des oligopolistes très forts, très puissants, ont à la fois une capacité de pouvoir de marché, et puis aussi, bien sûr, une capacité de lobbying. Et je mets en général par rapport à la nature. Bah oui, parce que la nature, bon, la respecter, c'est souvent un coût qui n'est pas tant que ça apprécié. Et ensuite, ils peuvent être déterritorialisés, c'est-à-dire ne pas considérer avec intérêt les questions sociales et environnementales qui sont relatives à leurs implantations ni à leur siège social. Donc je pense que le rapport de force entre ces acteurs économiques puissants et les acteurs publics ou étatiques est un peu déséquilibré et que du coup, là je cite la désindustrialisation parce que c'est un sujet fortement d'actualité. Ils peuvent devenir des menaces pour la démocratie, ça, j'ai peut-être pas besoin de développer, vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Je pense que je vais m'arrêter là, puisque je vois le temps qui passe. Je vais passer au point
qui est plus proche et immédiatement de nos réflexions sur les liens entre l'économie et la nature, je vais parler de la régulation du carbone, qui est un exemple très significatif de la manière dont les raisonnements et la compréhension qu'on peut avoir des propriétés d'un marché ou des propriétés de d'autres dispositifs, ces raisonnements, ces représentations mentales ont une importance clé dans le système. Là, il y a 2 slides, je vais prendre un peu plus de temps. Jusqu'à présent, je suis allé un peu vite, mais comme j'aimerais qu'on passe pas mal de temps à discuter les uns avec les autres, je préfère aller vite, mais là, je vais quand même prendre quelques minutes pour développer le point. Alors, comme tout ce qui concerne la nature, le carbone n'apparaît pas dans la comptabilité financière des acteurs privés. Ils sont, le carbone est en train d'apparaître dans ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière ou le reporting extra-financier, avec les obligations qui sont faites à certaines grandes entreprises de reporter les émissions de gaz à effet de serre et puis ça, du coup, comme la tonne de carbone ou la tonne de CO2 équivalent est l'unité de compte, ça apparaît dans ces reportings, mais c'est pas de la comptabilité financière, c'est pas dans le bilan et dans le compte d'exploitation, et toujours pour la même raison, hein, c'est que la nature n'est pas un acteur économique. Alors, maintenant, si on se dit que respecter l'accord de Paris, c'est une condition d'habitabilité de la planète, et c'est une question de survie pour un certain nombre de citoyens de la planète, comment on fait? C'est comme ça que le problème se pose, en fait, en vrai. Ça y est pas spontanément, on va pas sortir du marché pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Donc, il faut faire avec, mais comment on fait avec? Donc, les dispositifs, c'est d'une part tout ce qui est normes, interdictions, réglementations. Donc, typiquement, la sortie des véhicules thermiques à date, en 2035, ou plus tard si l'Europe lâche. Euh, L'arrêt des ventes de chaudières à gaz, des choses comme ça, plus tout un tas de réglementations, par exemple dans le bâtiment, la RE 2020 en France, etc. La deuxième grande famille d'instruments et dispositifs, c'est la fiscalité, donc c'est la taxe carbone, qui existe dans pas mal de pays du monde. Et donc d'ailleurs, pour se faire une opinion de l'endroit, de ce qui se passe vraiment, il y a un rapport d'I4CE qui est régulièrement, qui fait le point à peu près chaque année sur l'état des lieux en matière de fiscalité carbone. Il y a un troisième dispositif, c'est les marchés de droit réglementés. Donc en Europe, c'est l'ETS, l'Open Trade System, et qui existe aussi en Chine et dans d'autres régions du monde. Donc c'est le dispositif qui est connu sous le terme de quota de CO2. Euh, et puis, il y a des dispositifs de marché qui sont non réglementés, c'est ce qu'on appelle les certificats carbone, donc dispositif dans lequel les actions qui sont supposées éviter du CO2, voire en séquestrer, font l'objet d'un certificat qui qui est certifié par des organismes de certification, hein, qui est un certain nombre dans le monde. Et du coup, ils peuvent avoir une valeur de marché, peuvent être achetés par des entreprises qui, achetant ces certificats, considèrent qu'elles font une bonne action parce qu'elles ont financé cet évitement de CO2 ou cette séquestration de CO2. Alors, en Europe, ces dispositifs cohabitent. Donc, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Et en fait, c'est entrée, plat, fromage et dessert. On a beaucoup de travail législatif, réglementaire au niveau européen sur la question des normes et des règlements. Il y a des directives et des règlements, ça dépend précisément de quoi on parle, mais là, je ne vais pas faire la liste parce que c'est assez exhaustif, mais on en parle dans le module. Il y a
comme je viens de le dire à l'instant, les marchés de quotas. Et puis au niveau des États membres, il y a de la fiscalité, il y a de la taxe carbone, et puis il y a des certificats carbone. Euh, on pourra discuter si vous avez des questions là-dessus sur l'efficacité de ces certificats carbone, mais je vais en dire un mot, hein. Alors, il y a eu pendant des années un débat homérique sur est-ce que les quotas c'est mieux que la taxe carbone, moins bien. Euh, Moi, quand on a écrit le livre avec Jean-Marc Jancovici en 2006 ou 7, là, Le Plein, s'il vous plaît, en 2006, on était assez critique du dispositif de quotas et puis on s'était fait un peu rappeler à l'ordre par un économiste, Patrick Récki, qui m'avait dit, écoute, c'est sympa, Alain, mais en vrai, comme la taxe carbone ne peut pas être imposée au niveau européen parce que la fiscalité, elle est de la responsabilité des États membres, il n'y aura jamais de taxe carbone communautaire. En revanche, le marché de quotas, il obéit à des directives qui sont à la majorité des deux tiers, donc c'est un dispositif qui au moins peut être mis en place. Et donc avant de critiquer le dispositif, n'oublie pas que c'est compliqué de faire autrement. Bon. J'espère, moi, qu'aujourd'hui, dans la tourmente que subit l'Union européenne, on va réussir à faire débloquer cette question fiscale parce que effectivement, le marché ETS, il n'est pas très efficace. Aujourd'hui, le prix qu'il produit est assez bas. Je n'ai pas regardé ce matin, mais dans les dans les dernières semaines, les derniers mois, c'était de l'ordre de 60 euros la tonne de CO2, ce qui est très bas. Hein, je rappelle que dans les commissions analytiques pilotées par France Stratégie qui visent à se dire qu'est-ce que serait un bon prix du carbone, on parle plutôt de 250 ou 300 euros la tonne de CO2 pour que c'est un effet réel de transformation des économies. D'autre part, et sans parler de la fraude, c'est un dispositif complexe administrativement et les entreprises l'aiment bien parce qu'elles disent c'est un marché. Mais comme j'ai dit dès le départ que les marchés sont des objets hybrides avec un rôle important de la puissance publique, en l'occurrence dans le marché du carbone, c'est aussi très compliqué. Il faut calculer les quotas par site. C'est un petit peu compliqué. Le dernier point, là, je ne l'ai pas écrit, mais vous le savez tous très bien. Euh, Ce marché ETS est l'objet de spéculations assez importantes. Euh, les acteurs qui sont sur ce marché ne sont pas que des obligés soumis à l'obligation de plafonner leurs émissions. C'est aussi des acteurs financiers. Et donc, il y a des contreparties, il y a de la spéculation. Et dès qu'il y a un nouveau dispositif qui est envisagé, là en l'occurrence c'est le dispositif de taxe carbone aux frontières, là, le CBAM, euh, bah, il y a de la spéculation qui s'installe et du coup le prix étant très fluctuant, c'est pas favorable à la décision d'investissement qui est une décision prise sur des arguments économiques, mais sur des projections de prix. Donc, si on ne sait pas où va le prix, ça facilite pas la décision opérationnelle des acteurs qui sont qu'on appelle les obligés. Bon. Alors, concernant les certificats carbone, on en discutera aussi si vous voulez, mais là, le point est assez clair, c'est que autant je trouve intéressant qu'on ait un dispositif qui permette de financer des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration dans des pays en développement qui ont pas souvent les moyens de faire ça. Donc cette partie-là du dispositif me paraît intéressante. Autant, il y a vraiment besoin du plus grand sérieux dans la validation de ces certificats, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu une grosse étude du Guardian qui a montré que c'était pas toujours de très bonne qualité. Et deuxièmement, autant il est, il est vraiment pas sérieux d'utiliser ces certificats pour soi-disant compenser ces émissions. Elles ne sont pas compensées. On ne pourra d'ailleurs pas compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre des acteurs pour arriver à la neutralité si on ne les réduit pas fortement. Donc, le problème principal du certificat carbone, c'est que il détend la contrainte qu'il faut au contraire tendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne se fera vraiment pas tout seul. Concernant la comptabilité extra-financière
dont j'ai parlé tout à l'heure à toute vitesse en disant elle n'est pas financière au sens où elle ne se traduit pas dans les comptes dans des entreprises. Cette comptabilité extra-financière a un intérêt parce que elle donne une information à la fois aux dirigeants des entreprises qui se disent, ah bah oui, tiens, voilà les émissions de gaz à effet de serre, voilà la quantité d'eau si je sors du carbone, hein, il n'y a pas que le carbone, la comptabilité extra-financière, donc ça donne de l'information aux dirigeants, ça donne de l'information aux parties prenantes. Euh, Si je parle de la CSRD, elle est issue du travail de la DG FISMA, donc en gros la Direction générale européenne qui s'occupe des marchés financiers. Ça veut dire que la préoccupation, c'est que les acteurs financiers, les banquiers, les investisseurs et les assureurs aient une information pertinente et standardisée sur ces éléments extra-financiers. Donc c'est utile aussi aux actionnaires des entreprises, c'est utile aux parties prenantes, aux organisations syndicales, aux ONG, mais croire que ça va suffire pour résoudre l'équation qu'on doit résoudre, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre en absolu, c'est un vœu pieux, ça ne marchera pas. Les acteurs, même si ils ne sont pas là de la rationalité que prétend la théorie économique néoclassique, sont quand même rationnels à un sens simple, une rationalité assez limitée, mais qui est quand même évidente, c'est qu'ils ont un compte d'exploitation et si les gaz à effet de serre leur coûtent rien, ils n'ont aucun intérêt à agir et aucun intérêt à les réduire, donc ils le feront que lentement. C'est pour ça qu'il faut les fameux dispositifs dont j'ai parlé. Donc voilà en gros ce que je voulais évoquer rapidement ce matin, qui est, comme je le redis, pas du tout l'ensemble de tout ce qui est présent dans le module, mais qui vous donne un petit aperçu de ce qu'il y a dedans et d'autre part, surtout, une motivation pour y aller. Et puis, contrairement à un discours politique d'un président de la République où, comme on dit toujours, c'est le prononcé qui fait foi, c'est-à-dire c'est l'oral qui l'emporte sur l'écrit, là, en l'occurrence, ça va être le contraire, c'est-à-dire c'est ce qu'on a écrit de manière assez soignée dans le module qu'il faut regarder de près pour être sûr que je me suis pas exprimé trop rapidement, de manière un peu trop caricaturale. Et d'autre part, si jamais vous avez des questions de fond, des suggestions, vous observez qu'on n'a pas traité tel et tel sujet, ou qu'on a dit des choses qui sont soit fausses, soit un peu rapides, évidemment, on est là pour en tenir le plus grand compte, parce qu'on ne croit pas détenir la vérité. Ce qu'on croit, c'est qu'on essaye d'être sérieux et d'aider le lecteur à s'y retrouver dans cet énorme paquet de documents qui sont les théories économiques sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, Marion, je te laisse reprendre la main pour les questions-réponses. Il y a deux questions, une de Laurent Ortega le marché EUETS, le marché des quotas carbone, et une de Francis Charpentier qui entre sur un sujet complètement différent. Donc Ouais. je te propose, Alain, tu arrives à voir où c'est les questions? Oui, je les ai sous les Ok, yeux. Ouais. bah vas-y, donc réponds à Laurent. Et Euh, ensuite, on partira sur prix et rareté. alors, sur le UETS, le système du UETS, c'est un système de quotas échangeables. Ça veut dire qu'en théorie, l'entreprise, le site industriel X, on lui impose 100 d'émissions de CO2 pour l'année prochaine, par exemple, et libre à lui d'arbitrer entre l'achat de quotas qui lui permettent de tenir ce cap, ou d'investir pour le tenir. Et c'est à ça que ça sert le marché ETS. Donc il est considéré comme ayant une vertu, c'est de limiter quantitativement l'ensemble des émissions sous ce marché. Alors, la question qui est posée par Laurent, c'est de dire le prix, en quoi ça joue, puisque globalement, ce qui est bien, c'est qu'on est capé.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce dispositif, c'est qu'il y a deux types d'actions qui sont prises par les entreprises pour réduire leurs émissions. Il y a des opérations d'exploitation. Donc, par exemple, typiquement, si je suis un producteur d'électricité et que j'ai un parc qui est composite avec du gaz, du charbon, peut-être encore un petit peu de tac et de fioul, à un instant donné, si le prix instantané du quota est tel que j'ai intérêt à à ne pas faire de charbon mais à faire du gaz, je le fais. Donc ça, c'est un indicateur qui permet de faire des choix opérationnels, des choix d'exploitation. Bon. Et d'ailleurs, plus généralement, parce que là j'ai pris juste l'opérateur, mais tout le système de production électrique, il fonctionne comme ça. Il y a des centrales de production sont appelées par ordre de mérite. Voilà comment ça marche. Alors, on a fait avec l'ancien patron d'Engie Mestralet et puis Pascal Canfin un rapport qui est assez facile à trouver. Si vous ne le trouvez pas, je vous donnerai, qui explique extrêmement bien comment ça marche. Alors maintenant, quel est l'impact du prix? C'est que si vous êtes dans une situation où le prix est fluctuant, euh, les acteurs économiques, eux, ils raisonnent pas que sur l'exploitation de l'année. Ils ont un énorme enjeu et qui est beaucoup plus important que le petit choix d'exploitation annuel qu'ils font, c'est leur CAPEX, c'est donc leurs investissements. Et là, pour se poser la question de savoir est-ce que c'est rentable ou pas d'investir dans du bas carbone, prenons un exemple, je suis sidérurgiste pour sortir l'électricité, hein, et j'ai des investissements massifs à faire pour faire de l'acier vert avec, par exemple, des dispositifs à hydrogène. Bah ça me coûte une blinde. Et quand je fais mon calcul de rentabilité, je vais le faire en fonction de l'anticipation que je me fais sur le prix, hein. Et donc, si le prix est trop bas, ben, j'ai pas intérêt à agir. Et il y a plein de calculs économiques et il y a plein d'analyses qui sont faites là-dessus. Là, je résume grossièrement, mais juste pour vous donner l'idée, hein. Et donc, ce prix est déterminant pour ces programmes d'investissement. C'est si vrai ce que je viens de dire que, par exemple, pour le captage-stockage de CO2, euh, pendant des années, les calculs économiques montraient que il fallait au moins entre 180 et 120 euros la tonne de CO2 pour rentabiliser le captage-stockage. Donc, tous les acteurs économiques privés, n'anticipant pas du tout ce prix, ben, ne le font pas. C'est aussi simple que ça. Donc oui, oui, il est important ce prix. Et puis, dernier point, pour terminer l'argumentation, c'est que si le prix est un peu bas, c'est souvent parce que la contrainte de quota est insuffisante. Pendant une période, le prix était très très bas. Et ça reflétait tout simplement la faiblesse politique qui ne voulait pas imposer des prix trop élevés, parfois à raison, pour des raisons de concurrence internationale et de ne pas se faire, tant qu'on n'a pas de dispositif protectionniste efficace, pas se faire massacrer par la Chine et les autres concurrents. Bon, je m'arrête sur ce point, mais vous avez bien fait de poser la question. Sur Francis, sur le lien entre la prix et la rareté, euh, bah, cet exemple là qui est. Ah oui, au fait, les uns et les autres ne voient pas les questions, Marion, aussi. Répète la question, c'est bien. D'accord. Bon, la question, c'est sur la relation entre prix et rareté. Est-ce qu'on peut dire que c'est généralement le cas, sauf dans les cas exceptionnels tels que la consommation ostentatoire? Alors, si on est dans une économie qui n'est pas du tout financiarisée, il est assez vrai que, à part les fameux biens de Veblen là, qui sont d'autant plus consommés qui sont chers, hein. Vous achetez un sac Hermès parce qu'il est cher. Et s'il est encore un peu plus cher, vous l'achetez encore mieux parce que ça vous permet de frimer dans les soirées mondaines. Non, non, il y a un autre cas qui est beaucoup plus généralisé que ça. C'est le cas où précisément les marchés sont financiarisés. J'ai cité tout à l'heure le cas du baril. S'il a atteint 140 dollars à l'époque en 2 minutes, c'est juste qu'il y avait de la spéculation. C'est tout à fait vrai sur les marchés de matières premières. Il y a énormément de spéculation. Et là, je vous invite les uns et les autres à lire tout ce qui a été écrit par Nicolas Boulot sur cette question, parce que c'est vraiment tout à fait lumineux. Donc, Nicolas Boulot, pour vous le présenter en une minute,
il était prof à l'école des ponts. C'est lui qui a introduit les mathématiques financières à l'école des ponts, comme Karaoui a introduit les mathématiques financières à l'école polytechnique. Et donc, il explique ça très très bien avec des. Donc, pour les matheux, c'est encore mieux parce qu'il il montre ça sur des petits modèles mathématiques. Il montre ce que je viens de dire de manière assez frappante. Et c'est même tellement vrai que dans certains cas, vous avez des propriétés totalement paradoxales. Un dernier point, et puis après je passe aux autres questions. Cette affaire-là remet aussi en cause la fameuse règle de Hotelling, donc sur laquelle on a fait une fiche. Et je vous incite à la regarder parce que cette idée-là fait croire qu'il suffit d'attendre que les prix soient très élevés pour qu'on cesse d'exploiter une ressource, hein. C'est ça la règle de Kling. Et c'est du fait qu'il y a cette règle, bon, il y a pas mal d'économistes qui pensent que la croissance infinie est possible dans un monde fini, parce que si le prix d'une ressource devient très très élevé, ben, plus personne s'en sert et on passe sur une autre ressource. Toutes ces règles-là sont fondées sur des modèles mathématiques qui sont éminemment discutables et discutés. Ivar Ekland a fait un très beau papier qui explique pourquoi ça ne marche pas. Donc, Francis, je crois que j'ai répondu à cette question rapidement, mais j'ai surtout envoyé à des approfondissements. Après, je passe à une autre question. Oui, c'est Florence. Comment Vas-y. estimez-vous l'évolution de la conscience économique et politique sur la prise en compte de la nature et du social dans la comptabilité d'entreprise? Comptabilité entre impact capital, est-ce efficace versus usine à gaz? Y a-t-il des exemples de modèles qui fonctionnent dans les entreprises? Des conséquences en termes d'action résultant. Alors, on a dans le site, dans la plateforme The Other Economy, il y a un module qui s'appelle comptabilité. Je vous invite à y aller. Il a été relu hein, par Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui sont les fondateurs de la comptabilité en triple capital. Donc, ce que je peux dire en vitesse, c'est que euh, les choses progressent un petit peu dans le monde dit de la RSE au sens très large. Tout à l'heure, on a parlé d'entreprises régénératrices, par la Convention entreprise pour le climat. Donc, dans ce monde-là, l'idée que nos comptes sont incomplets et qu'il faut les compléter, elle pousse assez fort. Je pense que donc en termes de prise de conscience, les choses avancent. J'ai fait partie d'un groupe de travail de l'autorité nationale comptable en 2024. Alors ce que je peux dire, c'est que du côté des autorités régulatrices, ça avance très très lentement. Ils sont très dogmatiques, ils sont très très attachés aux IFRS. Et c'est vraiment pas demain la veille que ça va bouger de manière significative. Troisièmement, la comptabilité en triple capital, malgré tout le bien que je lui veux en termes de concept et en termes de sensibilisation, ça reste un référentiel extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc je ne crois pas qu'à part quelques cas très particuliers dans le domaine agricole, il y ait vraiment de preuves tangibles que c'est opérationnellement possible de le mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des parties qu'on peut faire, et ça ne veut pas dire non plus une autre chose. Il y a un groupe de travail des shifters là-dessus qui tourne autour de qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans le cadre comptable actuellement pour un peu mieux, pour faire apparaître des comptes moins faux, hein. Là, je ne rentre pas dans le détail. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail alain.grandjean@carbone4.com et je vous répondrai plus en détail. Il y a Francis, que dire sur l'avantage des grands pays disposant de très grands marchés internes qui leur permettent de produire à bas coût et d'avoir un avantage sur le marché international? Bah oui, c'est bien ça la question. Euh, C'est-à-dire que vous verrez aussi dans le module marché qu'on a fait une histoire synthétique. On a beaucoup souffert pour la faire. C'était vraiment très difficile. C'est très très difficile de faire court et simple, hein, sur l'histoire du marché européen depuis l'après-guerre. Parce que quand même, grosso modo, si je caricature un tout petit peu, mais je redis, là je caricature à l'oral pour inciter à aller lire les contenus non caricaturaux. Euh, la construction européenne, depuis le traité de Rome, bon, en passant par le traité de Maastricht, puis les travaux aujourd'hui sur le marché unique des capitaux, Capital Market Unit, elle est obsédée par cette fameuse concurrence libre et non faussée. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de politique industrielle au niveau européen, parce que la politique industrielle, c'est pas, c'est pas une construction économique qui est compatible avec
la vision des marchés. C'est aussi pour cette raison que nos économistes européens euh, mettent toujours en avant l'intérêt du consommateur. Pour eux, le but du jeu, c'est d'avoir les coûts les plus bas pour le consommateur, même si ça suppose, ça conduit à importer de Chine ou d'ailleurs, ou du Bangladesh. Et troisièmement, cette construction, elle est extrêmement libre-échangiste. Alors, on est en train d'en revenir, et là, actuellement, Marion et moi, on est en train de bosser sur le module mondialisation, donc je vais pas être trop long sur sur ce volet-là, mais c'est quand même évident que cette idéologie libre-échangiste est extrêmement dommageable quand on a en face de nous des concurrents extrêmement puissants qui vont finir par être meilleurs que nous sur tout. Je suis pas du tout en train de plaider pour un protectionnisme aveugle et pour mettre des tarifs douaniers dans tous les sens, hein. Je suis pas en train de nous faire du Trump, mais je suis juste en train de dire, là, il faut avoir un tout petit peu de discernement. Et c'est un tout petit peu le but de notre module marché, c'est de comprendre comment on peut discerner sur ces questions pour être ni radicalement libre-échangiste, ni radicalement protectionniste. J'en profite pour signaler une autre fiche, pour ceux que ça intéresse, qui est la fiche sur les avantages comparatifs de Ricardo, ces fameux avantages comparatifs sont toujours la tête de gondole du libre-échange et ça vaut le coup d'y réfléchir un tout petit peu avant de penser que c'est une vérité révélée. Alors ensuite, il y a les questions de Tudor. Bonjour Tudor. En tout état de cause, le prix de la tonne de CO2 équivalent devrait refléter le coût des externalités engendrées par les émissions de GES, y compris les pénalités de retard, toute la période entre les soldes de charbon et l'établissement de l'EUETS. Oui, ça c'est en théorie. Donc je suis d'accord, sauf qu'en pratique, c'est pas comme ça que ça marche, parce que le marché ETS, il n'est pas du tout efficace au sens de la théorie économique, hein. J'espère l'avoir à peu près démontré tout à l'heure. L'autre possibilité serait d'intégrer ces coûts dans le prix des combustibles fossiles. Oui, mais ça, si on le fait, c'est on recourt à des mécanismes de fiscalité. Moi, je pense que c'est quand même ça qu'il faut viser, parce que quand même, grosso modo, si je reviens sur mon argument, euh, le fait que le marché ETS soit très spéculatif fait il ne correspond pas à une attente extrêmement forte des acteurs économiques, euh, qui est qu'eux, ils ont besoin d'un cap clair et de visibilité. Donc, comme on ne leur donne pas ce cap sur le plan du prix, ils flottent énormément dans leur décision d'investissement. Alors, est-ce que le salut ne viendrait pas plutôt du côté des assureurs? J'imagine que tu veux dire que si les assureurs ne cessent d'assurer des activités qui sont polluantes, alors euh, les, les- 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 les acteurs polluants cesseront de faire leur activité polluante. Alors, moi, je pense, là, je peux peut-être raisonner un tout petit peu plus globalement en disant ce que on a essayé de dire dans le module marché, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui permettent de compenser le fait que la nature ne se fait pas payer, qui sont soit des corrections de marché, soit des règlements, soit même parfois des gestions communautaires à la Elinor Ostrom, hein. Et donc, il y a pas, de mon point de vue à moi, là, c'est assez clair dans ma tête, il n'y a pas de solution miracle. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que le seul truc vraiment essentiel et qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est une perception claire des autorités publiques à tous les niveaux du fait que si on n'y va pas, ça va aller très très mal. Bon. Ça, c'est vraiment important. Ce qui est vraiment important aussi au niveau européen, c'est que les uns et les autres comprennent bien que c'est l'intérêt stratégique de l'Europe d'être sobre et propre, pour la faire extrêmement rapide, parce que l'Europe est assez démunie en matière d'énergie.
fossile, hein, et elle est très démunie en matière de matières premières. Donc si elle croit qu'elle va avoir un modèle qui est efficace et qui ne conduit pas à une vassalisation heureuse en continuant à gaspiller et en continuant à pousser un modèle consumériste, je pense qu'elle rêve en couleur. Donc ça, c'est vraiment important. Après, dans tout ce qui est dispositif moyen politique publique, c'est forcément des paniers de dispositifs, c'est forcément des mix. Bon, et donc, c'est vrai qu'il faut inciter et réglementer le métier de l'assurance et le métier de la banque finance pour que les acteurs privés aillent plutôt dans le bon sens vis-à-vis des acteurs industriels qui sont les polluants. Alors ensuite, continuons. Quels sont les dispositifs d'orientation qui nous semblent être les plus efficaces? Alors, donc à Béatrice, ben, je viens de répondre en fait, hein. Donc il y a pas, il faut vraiment rentrer un peu dans le détail. Euh, et l'idée, alors, sur la remarque complémentaire de Tudor, l'idée est également d'être en mesure d'assurer contre les catastrophes dues au changement climatique. Hein, oui, bien sûr. Mais là aussi, faut être un peu réaliste. On a dit tout à l'heure que les entreprises régénératrices avaient des problèmes de rentabilité, et donc moi, ça me paraît évident. Compter sur la seule vertu et la seule envie des uns et des autres de faire bien, c'est super, mais dans un monde ultra concurrentiel, c'est sûr que c'est pas durable, hein. Donc on est vraiment bien obligé d'avoir des mécanismes hybrides. Euh, et donc pour l'assurance contre les catastrophes, c'est la même histoire. Si vous regardez un peu ce que font les assureurs, les gros, hein, je ne parle pas de la Maïf et la Massif et des mutualistes qui sont un peu chargés par leur sociétaire de ne pas être trop cyniques. Mais les très gros comme AXA, quand ils réfléchissent à la question des catastrophes climatiques, leur première question, c'est de se dire dans quel endroit je vais désassurer, parce que ça devient inassurable. Et puis la deuxième question, c'est comment j'augmente le prix des primes pour couvrir le coût des dommages. Donc, c'est pas tout à fait pour rien qu'en France, on a mis en place un régime CatNat, qui est un régime de catastrophe naturelle, qui est un régime public. Et donc, on retombe éternellement sur ce qu'on dit dans le module, hein. Les mécanismes doivent forcément être hybrides. J'en profite pour dire l'inverse aussi, hein. C'est-à-dire, ne croyez pas que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que l'État soit nationalise tout le monde et prenne la main sur tout. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de pousser sur un truc un peu équilibré. Est-ce que les deux précédents webinaires sont disponibles en réel? Ça, c'est à Marion de répondre. Moi, je ne sais pas. Oui, ça va être disponible. Ça va être disponible et bah, j'en profite pour vous remercier tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va mettre fin à ce webinaire à l'heure. Merci beaucoup à vous pour pour avoir participé. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture, puisque maintenant je suis sûre que vous allez tous foncer lire les 150 pages du module. Voilà. Merci beaucoup à tous, hein. Au revoir. Merci, au revoir.